Réduire la pauvreté est une préoccupation majeure sous tous les cieux depuis toujours. Cette réalité est beaucoup plus prononcée sous nos tropiques où le pourcentage de population pauvre est encore plus élevé. Il s'agit de combattre cette gangrène et de la réduire au maximum. C'est dans cette optique que les économistes, les institutions nationales et les gouvernements travaillent afin de définir l'instrument le mieux adapté à cette lutte. Ainsi, l'une des actions ciblées dans les pays en voie de développement est la mise sur place des microfinances. Une microfinance, c'est une institution financière qui offre des services financiers à des personnes qui n'ont pas accès aux états bancaires. C'est une institution financière qui accorde des crédits aux populations visant à améliorer leurs conditions de vie. C'est une organisation qui offre des services financiers à des personnes à revenus modestes qui n'ont pas accès au système bancaire. C'est une institution financière qui a un dossier de capital au-dessus de 1 million. La microfinance désigne l'offre de produits et services financiers aux populations pauvres et exclut des systèmes financiers traditionnels. Le microcrédit constitue la dimension la plus connue de la microfinance. Toutefois, une diversité de produits et services est également proposée comme les comptes courants, l'épargne et le transfert d'argent. Une microfinance peut aider les populations à lutter contre la pauvreté sur plusieurs plans. Du fait qu'elle les accorde des crédits. Ce crédit sert forcément à améliorer leurs conditions de vie, d'autant plus qu'ils utilisent ce crédit pour faire avancer leur activité. En finançant les personnes dans le formel, ils leur permettront d'agrandir leur activité, ce qui leur permettra d'être dans de meilleures conditions, dans leur maison, dans leur famille. La microfinance peut jouer plusieurs rôles dans ce sens-là, à aider la population à sortir de la pauvreté. Son premier rôle qu'il peut jouer, c'est de pousser et contribuer la population à économiser, à épargner. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, qui dit épargne, puisse contribuer à un développement. Ce système financier charrie des valeurs hautement morales de responsabilité, de solidarité et de participation. Elle contribue à réduire la pauvreté par le financement des petites et moyennes entreprises, la favorisation de l'auto-emploi. Elle aide à la valorisation des talents existants, à la création des richesses et de petites activités permettant à certaines couches de la population d'avoir un revenu pouvant garantir leur autonomie financière. Alors, une microfinance peut permettre à un individu qui est dans le formel d'agrandir son activité, étant donné qu'il n'a pas accès aux banques, aux crédits bancaires. Donc, en ayant ces crédits-là, cela va permettre à cet individu d'augmenter son activité, d'agrandir son activité. Elle permet à des personnes pauvres d'avoir une situation stable. Aujourd'hui, cette personne peut se régulariser au niveau de l'État en faisant des papiers ou en payant des taxes. Cela contribue au développement du pays. Donc, je pense que la microfinance développe le pays à travers les actions qu'elle mène. Cette alternative de lutte contre la pauvreté favorise l'autonomisation des populations vulnérables en leur permettant d'épargner. Cette stabilité financière garantit la scolarisation des enfants, des soins médicaux et éloigne des familles la faim. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur pour aborder la dernière phase de votre émission. Notre invité est installé, il est consultant financier, c'est Monsieur Yves Oulaye. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Ouya. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. Alors, dans l'élément, on a vu plusieurs définitions de la microfinance. Vous, en tant que professionnel des finances, quelle définition donnez-vous de la microfinance? La définition que je donnerai de la microfinance, c'est que la microfinance est un système financier et social qui a été conçu il y a bien longtemps, dans les années 1976, pour permettre aux pauvres, d'abord aux pauvres et ensuite à toute personne qui est exclue du système financier traditionnel, bancaire, établissement financier, pour pouvoir avoir accès à des services financiers. Et pour revenir à l'historique, c'est que en 1976, Mohamed Younous, qui est un ressortissant du Bangladesh, prix Nobel d'ailleurs, a donc conçu ce système en travaillant au départ avec 42 femmes dans une région très pauvre du Bangladesh. Et il avait à l'époque
constaté qu'en prêtant de petites sommes à ces femmes, elles pouvaient créer des richesses et pouvoir effectivement sortir progressivement de la pauvreté. C'est dans ce cadre effectivement que la microfinance a été créée. Voilà. Et donc, depuis, le travail donc, de Mohamed Gounous a vraiment fait des émules à travers le monde entier. Aujourd'hui, donc, il est à la tête vraiment d'un empire financier avec près de 28 millions de déposants. Alors, ce qu'on aimerait savoir, comment se portent les microfinances chez nous ici en Côte d'Ivoire? Et puis, est-ce qu'on peut se faire un peu un petit historique de l'histoire de la microfinance estampillée Côte d'Ivoire? Bien. La microfinance estampillée Côte d'Ivoire, pour en parler, il faut revenir effectivement à la période, je dirais, de l'apogée du miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire ne s'est pas intéressée au départ à la microfinance. Elle s'est intéressée au mouvement associatif. Parce que nous n'étions pas un pays pauvre à cette époque-là. Et au moment où donc, le Bangladesh, la microfinance a été lancée, pour rappel, nous en Côte d'Ivoire, nous nous situons autour de 10% de pauvreté. Et ce qui a été conçu, ça a été donc des grands ensembles, comme la BNDA, pour pouvoir accompagner le milieu rural. Malheureusement, nous avons connu le mirage économique. Et ceci a donc entraîné un vide. La BNDA n'existait plus. Il fallait que la Côte d'Ivoire trouve une solution. Et cette solution a été trouvée par les COPEC. Donc progressivement, les COPEC se sont installés. Et l'UEMOA, à l'époque, a constaté qu'il y avait un engouement. C'était un moyen de pouvoir mobiliser l'épargne. Et il y a donc eu des réglementations progressives qui ont permis effectivement d'arriver d'abord à la création de la FENACOPEC, ensuite à la création de l'UNACOPEC. Et par la suite, je dirais qu'il y a eu une crise. Il y a une crise importante, on va dire dans les années 2000. Et on est passé de 73 structures de microfinance à 52, parce qu'il fallait assainir. Et en même temps, il y a quand même eu un renouvellement qui a permis aujourd'hui à la microfinance d'avoir une progression. Quand on parle de microfinance en Côte d'Ivoire, on parle aujourd'hui, en 2016, de 210 milliards de dépôts. Wow. On parle aujourd'hui d'1,7 million de déposants. On parle aujourd'hui de 190 milliards de prêts en cours. Wow. Et il y a un élément qui est quand même important, c'est que commencer dans le milieu rural, comme ça a été précisé dans votre documentaire, la microfinance s'est étendue à beaucoup de services. Donc aujourd'hui, quand je prends par exemple, lorsqu'il y a eu l'édition La Finance Engage, il a été bien précisé que sur 945 milliards mobilisés pour les PME, la microfinance a mobilisé 118 milliards, environ 12,5%. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui a son importance du point de vue économique en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est un secteur qui a son importance du point de vue économique, vous l'avez dit. Mais quelle est la spécificité des microfinances en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire en particulier? Parce qu'au Bangladesh, ça a été créé pour accompagner les pauvres. Et ici, en Afrique, comment on a su adapter la microfinance? Bon, ce que je dirais, pour revenir, on va recentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que normalement, pour la Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a quand même, on va dire, un problème intrinsèque, qui est que la microfinance en Côte d'Ivoire a été déplacée, on va dire, du secteur rural, puisque avant, c'était géré par le ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire tout ce qui était associatif était géré entièrement par le ministère de l'Agriculture, les COPEC. Et ça a été déplacé vers le ministère de l'Économie et des Finances. Donc ça veut dire qu'on a estimé à un moment donné qu'il fallait que nous nous orientons vers on va dire un assainissement, une rentabilité du secteur. Or, tout le monde sait que rentabilité et sociale ne vont pas toujours ensemble. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'on peut dire que quand on regarde aujourd'hui la microfinance en Côte d'Ivoire, elle a quand même des caractéristiques qui sont paradoxales. Je vais vous dire, par exemple, que 70% des microfinances en Côte d'Ivoire sont urbaines, pour un pays qui est rural. On peut vous dire aussi que 81% de ces microfinances sont dans le sud, à peine 8% dans le nord. Donc, alors que le nord est connu pour être un milieu plus rural que le sud en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons noter, a priori, que les microfinances en Côte d'Ivoire, tout en agissant effectivement contre une certaine pauvreté, n'agissent pas comme il se doit sur les pauvretés rurales. À vous entendre, il faut une certaine refonte
hein, du système des microfinances dans notre pays pour avoir plus d'effet, c'est cela? Je n'utiliserai pas le terme refonte, j'utiliserai plutôt le terme amélioration. Ou réorientation. Réorientation, voilà, parce que ce qui est fait est positif. Est positif dans le sens où il y a quand même une bonne partie d'exclus du système financier traditionnel qui réussissent à s'intégrer, à pouvoir avoir des possibilités d'investir parce qu'elles ont accès à des services de microfinance. Mais au niveau rural, c'est beaucoup plus complexe. Tout à l'heure, quand nous allons parler de l'impact sur la pauvreté, c'est beaucoup plus complexe. Même au niveau national, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que la microfinance telle que nous la concevons en Côte d'Ivoire ne peut pas avoir un impact beaucoup plus important que dans des pays comme le Bangladesh. Qu'est-ce qu'il faut alors? Bien, ce qu'il faut, d'abord, je dirais, c'est qu'il faut, on a parlé de réorientation, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple de manière concrète. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas se focaliser sur une microfinance pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. Je donne un exemple concret, c'est-à-dire que nous donnons par exemple, on va dire 50 000 francs à 100 femmes, elles vont pouvoir produire, elles vont pouvoir... mais dès qu'elles auront produit, il faudra qu'elles puissent livrer cette production. Il faut que cette production puisse sortir de leur lieu de production. S'il n'y a pas de route pour pouvoir sortir de ces lieux de production, eh bien, ces productions vont rester sur leur... On retourne à zéro. On retourne à zéro. S'il n'y a pas, par exemple, même si elles réussissent à sortir cette production, qu'elles se font de l'argent, qu'elles font un bénéfice, s'il n'y a pas de centre de santé aux environs et qu'il y a un malade, eh bien, le peu de revenus qu'elles auront obtenus vont automatiquement aller à être utilisés pour pouvoir se soigner en ville. Et elles vont donc revenir au point de départ. Cela veut donc dire que l'État a une responsabilité pour créer le cadre et l'environnement pour que les actions comme les actions des microfinances soient efficaces. Effectivement. Parlons de l'État. Quelle est l'attitude de l'État vis-à-vis des microfinances? Ce que je dirais, c'est que, comme tout État, l'État a compris très vite que c'est un moyen de mobilisation d'épargne. C'est un partenaire. C'est un partenaire. Donc, pas seulement l'État de Côte d'Ivoire, mais l'UEMOA, dans l'ensemble, l'a compris. Et il y a eu beaucoup de réglementations qui ont permis de mieux organiser ces microfinances. Est-ce que c'est un partenaire qui est toujours en adéquation avec les banques dites traditionnelles? Ou bien parfois, il y a dichotomie? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que... aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait dichotomie, parce que les banques ont vite compris l'enjeu. Les banques, ça n'apparaît pas, on va citer, mais ça dit que les banques ont tout de suite, au départ, depuis 2011, certaines banques ont investi dans des structures de microfinance qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas très connu des Ivoiriens en général. Et on a une des banques qui, aujourd'hui, s'est affichée. Elle s'est affichée en décembre 2015 comme un acteur. Elle a créé une filiale pour être actrice dans la microfinance. Ça veut dire qu'elles sont conscientes effectivement que c'est un secteur qui peut leur être utile. Mais la problématique qui se pose, c'est que je dirais qu'il y a un problème dans la gestion entre les microfinances et les banques. C'est un problème de fond qui consiste par l'État et par tous ceux qui organisent à dire effectivement qu'une microfinance doit travailler avec l'informel et être amené à devenir demain une structure identique à une banque. Ce n'est pas, à mon avis, c'est une erreur. Parce que la microfinance s'adresse d'abord à des... Une microfinance n'a pas vocation à être une banque. Une microfinance peut effectivement amener des personnes, amener des richesses, et ces personnes-là, étant devenues plus à l'aise financièrement, peuvent se diriger vers des banques. Mais on constate que de plus en plus, les gens se sentent à l'aise dans les microfinances. On a des chefs d'entreprise qui préfèrent aller créer un compte dans des microfinances. Et comment les banques le prennent? Bien, les banques sont très pragmatiques. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les banques, ayant constaté cela, ont commencé à investir dans des microfinances. Parce qu'elles peuvent très bien combattre ces microfinances, mais elles ont préféré effectivement en faire des partenaires. Mais pour moi, ce n'est pas... C'est-à-dire que l'État ivoirien doit bien observer, parce qu'il n'y a aucun avantage à créer une concurrence aux banques. Il y a plutôt un avantage à faire en sorte que les microfinances restent dans leur, on va dire, dans leur secteur usuel, en permettant à des personnes qui ont peu de moyens, qui n'ont pas accès au système bancaire, de pouvoir investir, de pouvoir avoir des prêts, utiliser ces prêts pour créer des richesses et progressivement sortir de la pauvreté et ensuite aller vers le système bancaire. Monsieur Yves Ouya, on va se mouiller un peu, on va dire la chose
vraiment un peu plus clairement. Oui. Vous constatez, vous, à votre avis, hein, vous pensez qu'en ce moment, avec la photographie de tous les chiffres que vous nous avez donnés, 70% en milieu urbain, 81% au sud, 210 milliards, avec tous ces chiffres-là, l'impact hein, des microfinances sur la pauvreté dans notre pays n'est pas encore trop significatif. Ah, c'est un. Et de deux, il faut que ce soit entouré encore d'infrastructures afin que les femmes, les jeunes, tous ceux qui sont concernés puissent ressentir ça encore plus profondément. Je vais mouiller encore plus que vous. je vais vous dire une chose, c'est que notre pays a un gros problème avec la pauvreté. Notre pays a un gros problème avec la pauvreté. Parce que ce qu'il faut dire aux Ivoiriens, c'est que ce pays qui est quand même le premier pays de l'Afrique francophone de l'Ouest, ce pays qui je dirais, est considéré comme premier producteur dans beaucoup de produits d'exportation, est quand même 171e pays pauvre sur 187. Wow. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans notre organisation interne. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est pauvre. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à repartir comme il se doit sa richesse. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit, tout ce qui se fait, on est, mais 171e, ça oui, fait mais mal ce n'est pas. ça. Quand je dis que ce pays a un problème avec la pauvreté, ce n'est pas lié à l'action d'un gouvernement actuel. C'est quelque chose c'est quelque chose qui perdure depuis près de 30 ans. C'est-à-dire depuis 30 ans, quand on prend par exemple en 2000, nous étions 169e. Quand on prend en 2009, nous étions 163e. Donc, si on veut faire un débat de nul de classe, on peut dire oui, 163e, on était mieux que 171e. Mais le vrai sujet, c'est que nous n'arrivons pas. Il faut mieux appréhender la pauvreté. Il faut mieux appréhender la pauvreté. Il faut réfléchir aux solutions profondes pour pouvoir effectivement sortir de cette pauvreté-là. Je pense qu'il y a des personnes idoines dans ce pays. Si nous voulons vraiment, si nous avons la volonté de toucher ce problème du doigt, de pouvoir résoudre ce problème, nous pouvons le résoudre. Mais comment la microfinance peut agir dans ce sens-là? La microfinance peut agir dans le sens où d'abord il faut que nous revenions aux fondamentaux. C'est-à-dire que cette microfinance qui existe déjà et qui est urbaine, qui compense, je dirais, dans la ville, les insuffisances des banques et des services financiers, elle a sa place. On n'y touche pas. Mais la microfinance doit repartir vers les ruraux, doit repartir vers la base où la pauvreté se trouve. Et je vous prends au mot, hein. Et en leur donnant les moyens, des infrastructures, afin que le petit, entre guillemets, qu'ils ont, ils puissent vraiment l'utiliser sur eux et non sur des choses imprévues, par exemple, aller un peu plus loin pour se soigner ou bien d'autres choses. Exactement. Donc, et la microfinance qui est axée sur les pauvres, les clients pauvres, comment elle peut assurer une viabilité? Bien, la microfinance qui est axée sur les clients pauvres, c'est que quand on prête de l'argent à une personne, vous avez des femmes qui ont parfois besoin de 10 000 francs. Moi, je peux vous donner un exemple concret. On avait, ça c'était à titre personnel, on avait un projet dans le manioc. Nous avons un chargement coûtait 100 000 francs à l'époque. Pour quelle année? C'était en 2011. Okay. Pour un simple chargement de 100 000 francs, je peux vous dire qu'il a fallu 10 femmes. Même il y a eu 20 dans des cas, pour pouvoir avoir accès à ce chargement de 100 000 francs. Mais c'est un signe de pauvreté réelle. C'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas avoir plus de 5 000 francs ou de 10 000 francs pour pouvoir effectivement acheter du manioc, pour pouvoir faire de la kéké que nous mangeons tous les jours en Côte d'Ivoire. Et quand on a des situations comme ça veut dire qu'il faut effectivement que ces microfinances aillent vers ces femmes. Parce que ce qui ne se dit pas, c'est que quand ces femmes n'ont pas ces moyens, elles se tournent vers des usuriers qui vont leur fournir du manioc à des taux exorbitants. Donc elles ne peuvent jamais, à partir de la kéké qu'elles produisent, pouvoir effectivement créer des richesses et pouvoir se sortir de la pauvreté. Donc il est important que les microfinances, certaines microfinances, les plus nombreuses, se tournent vers ces ruraux, vers ces personnes qui sont complètement démunies, qui ont des idées, qui ont la force de travail, mais qui n'ont aucun moyen pour pouvoir qui n'ont vraiment pas accès à aucun service financier, pas accès aux banques. Il y a des endroits où la seule banque est peut-être à des kilomètres. Mais il y a des villes qui n'ont même pas de banque. Qui n'ont même pas de banque, imaginez. Donc vraiment, on pense à toutes ces femmes-là, toutes ces braves femmes de notre pays qui ont envie. Et parfois, vous l'avez dit, les sommes sont dérisoires. Il y a des femmes qui ont besoin de 8 000 francs, de 5 000 francs, de 10 000. Et on espère franchement
que cela pourra se faire afin que l'évolution de notre pays se concrétise, hein, parce que les microfinances, pour terminer, M. Yves Ouya, c'est un passage aussi vers le développement. C'est un passage vers le développement. Parce que de toutes les manières, quand on a un pays en voie de développement, quand on a un pays dit pauvre, on est obligé de s'intéresser à sa population pauvre, à sa population qui est exclue de tout ce qui est services financiers. Donc dans ces conditions, c'est la responsabilité de l'État de favoriser ces microfinances, de telle sorte qu'elles puissent toucher ce pan de la population pour pouvoir amener un peu plus de richesse au niveau des Ivoiriens qui sont démunis. Merci beaucoup, M. Yves Ouya. Je rappelle que vous êtes consultant financier avec vous. Nous parlions des microfinances. Quel impact sur la pauvreté? Nous, on espère qu'on a eu un impact sur votre matinée, n'est-ce pas, Nessie? Effectivement, on a eu un impact sur votre matinée. Et pour avoir un meilleur impact, restez RTI 1. À demain.